Bonjour tout le monde en ligne. Bonjour. Ceux qui sont en ligne, là, je vous salue. Bon- Bonjour, Bonjour, bonjour. monsieur. Ok. Aujourd'hui, là, on va pas trop parler. Je ne suis pas trop en forme. Depuis vendredi, ce n'est pas la forme. Donc, on ne va pas beaucoup parler aujourd'hui. J'espère que vous arrivez à regarder le cours. Leçon 3, leçon 4, leçon 5, leçon 6. Parce que là, nous rester une séance. Je vais demander une séance qui fait 5 minutes. Et puis finir par un examen. C'est bon? Monsieur Kou, là, moi, je ne vais pas trop parler dedans parce qu'il y a une partie qui n'est véritablement pas mon domaine. On va faire l'effort d'expliquer. C'est bon? Donc, aujourd'hui, on verra la leçon numéro 3 intitulée Technique de la géodésie spatiale. C'est bon? Comme avant chaque début de cours, on verra ton micro. Donc, avant chaque début de cours, on a le contenu du cours qui est là, formation présentielle à distance, cours de 2 heures, on aura les travaux dirigés, puis exercices, et puis après une évaluation. C'est bon? Ça, vous avez pu le remarquer. Avant chaque début de cours, on a ça. Ensuite, on a l'objectif de l'apprentissage, qui est de donner le principe de fonctionnement des systèmes de géodésie spatiale. Et comme compétence acquise, c'est qu'à l'issue de cette séance de cours-là, l'étudiant doit être capable d'expliquer le fonctionnement des techniques de la géodésie spatiale. C'est bon? Mais il y a une partie, comme je dis, il y a une partie de ce cours-là que vous allez voir ça, ou bien je pense que vous avez déjà vu ça avec des clés. On parle des spectres. C'est bon? Voilà, cette partie-là, sûrement, je ne sais pas totalement. Donc, moi, je vais faire l'effort d'expliquer, mais la partie qui me concerne là, je vais donner ça. C'est bon? Donc, avant de commencer, comme plan du cours, on aura une introduction, comme d'habitude, les composants des techniques de la géodésie spatiale. En grand 2, on parlera des types de mesures. Et en grand 3, on parlera de l'effet Doppler. Composants des techniques, on avait déjà dit que en géodésie spatiale, on a combien de segments? 3 segments. Segment satellite, segment de contrôle, et puis segment utilisateur. Donc, dans cette partie-là, on va parler des segments. Les segments devait parler. C'est bon? Et on avait dit aussi que entre le segment satellite et le segment de contrôle, on a des échanges qui sont vice-versa. Donc, on aura un objet qui va émettre et on aura un objet qui va recevoir. Donc, on parlera d'émetteur et de récepteur. Donc, le segment satellite sera l'émetteur. Et qu'est-ce qu'il va émettre? On l'avait dit aussi. Il va émettre quoi? Il va émettre des ondes. C'est bon? Il va émettre des ondes. Et ces ondes-là vont être réceptionnées par des appareils qui seront installés à la surface de la Terre, qui peuvent être soit des balises, des bouées ou encore des antennes. C'est bon? Donc, on parlera de ça dans cette partie composante. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on aura un émetteur et on aura un récepteur. L'émetteur va émettre des ondes. Ces ondes-là vont être reçues par un récepteur qui, lui, à son tour aussi, va émettre, c'est bon,
le message, il va émettre un retour au niveau du satellite. Et c'est ce retour-là qui va être reçu avec par le segment utilisateur en utilisant nos récepteurs GNSS. C'est bon? En grand 2, on dit les types de mesures. Donc, on verra quelles sont les techniques ou les types de mesures qu'on utilise en géodésie spatiale. La première technique qu'on verra, ce sera la technique des... Bon, anglais là, c'est pas mon fort. C'est pas russe là. Mais anglais là, c'est pas mon fort. Donc, la première technique, c'est la technique SLR. C'est bon? SLR qui signifie... Qui a regardé son cours? Ça signifie quoi? SLR, cette technique-là. Satellite Laser Ranging. C'est pas mon fort. C'est bon? Voilà, c'est ce que vous avez compris. En français, c'est télémétrie quoi? De laser par satellite. C'est bon? Ça, ce sera la première technique qu'on verra. La deuxième technique, ce sera lunar laser quoi? Ranging. C'est ça, non? C'est ranging. On dit tout simplement télémétrie laser par une télémétrie laser lunaire. C'est bon? Et enfin, on parlera de la dernière technique qui est les VLB, qui signifie Very Long Baseline, quoi? Il a fait quoi? Interférométrie. C'est bon? Donc, voici les différentes techniques qu'on va aborder dans les différents types de mesures. Et puis, dans le 3, on parlera de l'effet Doppler. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par effet Doppler? Vous avez abordé un peu ce thème-là avec le professeur Adonis. C'est bon? Qui vous a dit quoi? Ce sont des ondes. C'est bon? Ce sont des ondes sonores. On va prendre l'exemple de quoi? Des ambulances ou bien même de la police, les sirènes là. Qu'est-ce qu'on constate? Lorsque l'objet se rapproche de nous, le son devient aigu. C'est ça, non? On perçoit bien le son quand il se rapproche de nous. Donc, lorsqu'il va se rapprocher de nous, qu'est-ce qui va se passer? La longueur d'onde va être comment? C'est sûr que la longueur d'onde va diminuer. Si la longueur d'onde diminue, la fréquence sera comment? La fréquence sera serrée. C'est bon? Donc, lorsque l'objet va se rapprocher de nous, on aura une fréquence qui va être vraiment resserrée. Et lorsque l'objet va s'éloigner de nous, on a l'impression qu'on n'entend plus bien. Le son tend à disparaître. Et donc, la fréquence va être étirée. C'est bon? Et avec cette technique d'effet Doppler, on n'entend pas? Avec cette technique d'effet Doppler, on pourra aussi déterminer, donc c'est avec cette technique-là, ceux qui ont voiture là, radar, on dit radar, et on à quelle vitesse? Radar, oui. C'est bon? C'est cette technique-là qui va utiliser. Donc, on connaît la vitesse du radar. Donc, lorsque l'objet arrive, un mouvement arrive, il va émettre des ondes, et ces ondes vont être réfléchies par l'objet qui veut flasher. Donc, du coup, quand il va flasher avec une formule, automatiquement, on va dire que sa vitesse était par exemple à 70 km/h, alors que la vitesse limite est de 60 km/h. Donc, du coup, le radar va le flasher. C'est bon? Donc, ce phénomène-là, on le prend pour exemple pour mieux comprendre le déplacement des satellites en orbite. Et donc, lorsque le satellite en orbite va se rapprocher de l'objet qui se trouve sur la Terre, cette partie-là, c'est juste. Lorsqu'il va se rapprocher de la Terre, il va émettre des ondes. Et ces ondes-là vont être converties sous forme de couleur. D'où on va parler du spectre électromagnétique. Donc, lorsqu'on verra du vert, on va dire que l'objet
est à telle position. Et sa vitesse est comme ça. Lorsque l'objet va virer à l'orange, lorsqu'on aura une couleur orange, l'objet ou bien le satellite est à telle position. Ainsi de suite. Lorsqu'il sera au bleu, ainsi de suite. C'est bon? Et cette partie-là, c'est plus la partie de professeur mobile. On va faire l'effort d'expliquer. Je vais faire l'effort d'expliquer. C'est bon? Donc, voici un peu ce qu'il faut comprendre par effet Doppler. On va terminer par une conclusion. Est-ce qu'il y a une question? S'il n'y a pas de question, le cours est fini. On a résumé l'histoire. En ligne, est-ce qu'il y a une question? Oui, professeur. Oui, j'ai pas étudié, je n'ai pas encore bougé. Je n'ai pas encore bougé. Oui, bonjour, professeur. Il y a une question en ligne. Pour l'instant, ça va. Pour l'instant, ça va, mais on a fini le cours. Hein. Nous passons à 4. D'accord. OK. Donc, en introduction, on dit quoi? Les techniques de la géodésie spatiale. Tout le monde voit l'introduction en ligne? Oui, on voit. OK. Moi, je vois. En introduction, on dit quoi? Les techniques de la géodésie spatiale. Ah, je vais donc, ça tombe bien. Non, vous allez vous appeler. Vous allez respecter.
OK. Donc, on avait dit au niveau des composantes, on avait deux. On a la composante qui va émettre et puis on a la composante qui va recevoir. Donc, comme émetteur, on a les satellites. Et puis, au niveau de ceux qui vont recevoir, donc les récepteurs, on aura des balises qui seront fixées à la surface terrestre. Ces balises-là vont émettre des ondes également vers Donc, je disais que les balises là peuvent émettre également des ondes qui vont aller vers les satellites. C'est bon? Et ça, on verra ça dans la leçon numéro 4. Excusez, j'ai parlé de... Nous, il n'y a pas place pour moi là. Même et puis. Vous avez vu, qui a vu ça la formation? Et vous, vous n'avez pas dit. Ok. Donc, on disait que les balises, elles peuvent émettre des ondes. Elles sont situées à la surface de la Terre. On a aussi des bouées. Les bouées, on les rencontre plus en mer. Ceux qui ont fait déjà un tour au port, et les marins, les marins, c'est ça, non? Voilà, ils ont dû voir ça. Sûrement, ils ont dû voir ça au port. C'est bon? Et puis les antennes
Ça, on en voit un peu partout pour donner la position des points. Donc, voici ce qu'il faut retenir au niveau des composantes. On a un récepteur et on a un émetteur. L'émetteur, ce sera le satellite et les récepteurs peuvent être divers. Donc, balise, bouée, antenne. Et il faut retenir que lorsque l'émetteur envoie ces ondes-là seront réceptionnées, réfléchies et ensuite transférées, envoyer ça vers le satellite. Donc, on avait dit aussi que ce qu'il transmettait, c'était des ondes. C'est bon? Donc, ces ondes-là sont une combinaison d'ondes électromagnétiques et d'ondes électriques. Donc, électromagnétique, on a vu en physique, c'était E, et puis ondes magnétiques, P. On a vu aussi que, ça je pense que c'est en terminale, on a vu aussi les différents types d'ondes. On sait qu'il existe différents types d'ondes, c'est ça, non? On a les ondes radio, ça c'est ce qu'on connaît la fréquence pour capter la radio là, c'est bon? Donc, à travers les ondes radio, on arrive à capter des chaînes. Donc, on va dire, par exemple, sur la fréquence 98 ou la fréquence 102, 101.2, c'est telle chaîne, Nostalgie ou bien Radio Jam, dessus, c'est bon? Donc, eux, ils vont émettre à travers des ondes radio. Ensuite, on a des ondes radar. Ces ondes radar-là, c'est pour la plupart du temps des antennes ou bien des petits appareils qui seront pour pouvoir déterminer la vitesse dessus des différents véhicules qui vont s'approcher. Donc, ce sont des appareils qui seront soit fixes ou mobiles. Ensuite, on a des micro-ondes. Tout le monde ici a un micro-ondes à la maison. Donc, eux, ils vont utiliser ces ondes-là pour pouvoir réchauffer la chaleur. Après ça, on a l'infrarouge. Donc, l'infrarouge, ça, pour la plupart du temps, on voit ça sur nos télécommandes. C'est bon? Pour pouvoir changer une chaîne à la télé, on va utiliser une télécommande et à travers l'infrarouge, on pourra. Et aussi, on a des petits appareils comme ça qui permettent de pouvoir pointer des pointeurs. Qui vont mettre des zones infrarouges. C'est bon? Pour pouvoir indiquer ou positionner ou bien, voilà. Après, l'infrarouge, on a quoi? On a la lumière. Ça, c'est la partie visible. C'est ce que nous voyons. Après la partie visible, là, on a les ultraviolets. Les ultraviolets, on peut les utiliser. En manicure, pédicure, je pense qu'on utilise les ultraviolets là-bas. C'est ça, non? À l'aéroport aussi, oui, pour pouvoir passer, effectivement, utiliser dans l'armée aussi. C'est bon? Après, on a les rayons X qu'on va utiliser soit en médecine, pour pouvoir faire les radios, les scanners, ici, dessus. Et puis, on a les rayons gamma, toujours dans la médecine, ou même dans l'armée aussi, on utilise ça. Donc, voici les différents types d'ondes qui existent, avec leurs différentes longueurs d'onde, leurs différentes fréquences. Donc, pour la lumière, on est à combien? On est compris entre 3 10 puissance 14 et 3 10 puissance 15. Pour ce qui est de la lumière. Raison pour laquelle on dit quelle est la vitesse de la lumière? La vitesse se déplace à quelle vitesse? La sécurité de la lumière. Oui. 300 000 km par seconde. 300 000 km par seconde. Qui dit autre chose? 3 17 secondes. C'est bon? Mais par seconde. OK. Donc, voici un peu le spectre des ondes électromagnétiques. Je pense que ce n'est pas compliqué de suivre. Mais il faut le dire ça. C'est bon, non? Donc, au niveau toujours des composantes techniques, on parle des systèmes
descendant. Donc, le système descendant, c'est quoi? C'est lorsque l'émetteur va envoyer les ondes vers la Terre. C'est bon? Donc, on descend. Système descendant. Donc, par système descendant, qu'est-ce qu'il faut comprendre? C'est lorsque l'émetteur qui est dans l'espace va émettre des ondes vers la Terre. Donc, on descend. Et on parlera de système ascendant, quoi? Lorsque l'objet qui est sur la Terre va émettre des ondes vers les satellites, vers l'espace. Donc, voici la notion de système descendant et système ascendant. C'est bon? Donc, oui. Ici, on va faire le récepteur là. Je ne sais pas si on fait des systèmes à récepteur, par exemple, puisque ici, il y a une Sur une balise. une balise là. Donc, je ne sais pas si on fonctionne des systèmes descendants ou bien ascendants à récepteur. On a mis sur le. Et puis, 3 heures, on a mis sur les deux. Ça n'a rien à voir. C'est bon? C'est qui faut être lui? En fait, par rapport à la balise et concernant les antennes, en fait, puisque la balise n'a pas la capacité de plus réfléchir directement l'onde qui vient, que le satellite ait l'information. Maintenant, par rapport aux antennes, eux, ils ont la capacité eux-mêmes de mettre. En fait. Ok, ce qu'il faut retenir, c'est que on a des balises, c'est bon, qui peuvent émettre des tirs laser. On a des antennes également qui peuvent émettre des tirs. C'est bon? Donc, lorsqu'on va choisir une antenne qui va émettre des tirs, c'est un système ascendant. Il va tirer vers les satellites. Donc, il va envoyer des ondes. Il va envoyer des ondes vers les satellites. Lorsque le satellite va émettre des ondes vers une balise sur la Terre, ce serait un système descendant. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a en fonction, et je dis toujours, en fonction de ce qu'on veut faire comme objet d'étude ou pas objet d'étude, on va calibrer notre appareil, soit pour qu'il émette des tirs, ou soit pour qu'il soit un récepteur. C'est bon? C'est bon? La plupart du temps, nos antennes canales, ce sont des récepteurs. Ils ne vont pas tirer, ils ne vont pas émettre des tirs. Par contre, on veut seulement avoir une image. Donc, lui, il reçoit seulement. Il reçoit. Il n'émet pas. C'est bon? Donc, même au niveau des récepteurs, on a différents types de récepteurs. On a des récepteurs qui peuvent émettre et on a des récepteurs qui sont récepteurs. Donc, est-ce que c'est compris? Système descendant, système ascendant. Donc, descendant, le satellite va émettre des ondes vers un récepteur qui va se situer à la surface de la Terre. Et ascendant, le récepteur qui est sur la surface de la Terre va émettre des tirs laser vers le satellite. Donc, pour la plupart des stations de contrôle au niveau du système GNSS, on va... Ah, j'ai oublié aussi cette technique-là. SP, SLR, SP, LLR, VLBI, et j'ai oublié le GNSS. C'est bon? Donc, le GNSS, c'est une technique. Et cette technique-là va utiliser ce type de système-là, où émetteurs et récepteurs sont confondus. C'est bon? Et c'est ça la station de contrôle. Donc, la station de contrôle, quand elle va recevoir les ondes qui sont émises par le satellite, ces ondes-là viennent sous forme de bruit. C'est des bruits qui arrivent. Lui, il va recevoir, il va réfléchir et il va envoyer l'information au satellite. Et nous, avec nos récepteurs GNSS, on pourra facilement lire l'information qui vient
qui provient, disons, du satellite. Une forme de pôle. C'est bon. Donc, au niveau du système GNSS, lui va utiliser ce type de émetteurs. Émetteurs et récepteurs sont confondus. Au niveau des SLR, il va utiliser premier tableau. Et puis, des LLR, il va utiliser deuxième. On va tirer au fait, des tirs. On va mettre des tirs. Donc, en grand 2, on parle des types de mesures. On avait dit au départ qu'au niveau de la géodésie, c'est une science qui est vaste. C'est bon? Nous, la partie qui nous intéresse, c'est la géodésie spatiale. Mais hormis ça, on a la géodésie terrestre. Donc, dans cette géodésie terrestre, ce qui va nous intéresser, on avait parlé de ça la dernière fois, on avait parlé de la technique de la triangulation. C'est bon? Donc, cette technique-là, à travers la géodésie terrestre, on va mesurer des distances, on va mesurer des angles. C'est bon? Donc, la mesure de distance et d'angle vont nous donner la position d'un point. Et ça, c'est l'objet de la géodésie terrestre. Donc, l'objectif de la géodésie terrestre, c'est de déterminer des distances et des angles en utilisant différentes techniques. On ne va pas rentrer dans ces techniques-là. C'est bon? Parce que ça ne nous intéresse pas ici. On va plus s'attarder sur la géodésie spatiale. C'est ce qui nous intéresse. Donc, au niveau de la géodésie spatiale, qu'est-ce que là-bas, nous allons mesurer? On va mesurer le décalage fréquentiel. On va mesurer le temps. C'est bon? Pour le décalage fréquentiel, on va parler des phases. Donc, qui parle de phase, parle de fréquence. Qui parle de fréquence, parle de longueur d'onde. C'est bon? Et donc, ça, c'est le premier élément que nous allons mesurer en géodésie spatiale. Le deuxième élément qu'on va mesurer en géodésie spatiale, c'est le temps. Le temps parcouru. Et ce temps-là, on va utiliser des techniques. Et ces techniques que nous allons utiliser sont les techniques en anglais, donc de télémétrie laser par satellite, de télémétrie lunaire, laser lunaire, de global positioning satellite system. C'est bon? Et enfin, on va mesurer la différence de temps entre deux récepteurs. Et cette différence de temps entre deux récepteurs nous est donnée par la technique de Very Long Baseline Interferometry. Donc, voici les différentes techniques que nous allons utiliser au niveau de la géodésie spatiale. Et pour mieux comprendre cette technique-là, on va parler de l'effet Doppler. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que on a dit temps de parcours d'une onde entre un émetteur et un récepteur, qui nous est donné par les trois techniques qu'on a citées. SLR, LLR et GNSS. Donc, par SLR, cette technique-là, elle va nous permettre de positionner ou de positionner un satellite dans un référentiel géocentré. De donner également la position d'un satellite sur son orbite. À travers cette technique, on pourra déterminer la variation du champ du pesanteur terrestre. À travers cette technique également, on va déterminer tout ce qui est variation temporelle. Donc, tout ce qui est étude changement climatique, étude de tout ce qui est changement, phénomène là. C'est cette technique-là qu'on va utiliser. C'est bon. C'est pourquoi il est très important de connaître la longueur d'onde et de connaître également leur couleur.
Parce que pour le traitement des images, là, quand vous allez télécharger, à partir de telle couleur, on va vous dire que c'est tel type d'objet on a. C'est bon? Et puis, au niveau des VLDI, on dit différence de temps entre deux récepteurs. Donc, cette technique-là va nous permettre de déterminer le temps qui va séparer deux récepteurs. C'est-à-dire que lorsque notre satellite va émettre l'onde, le temps qu'il va prendre pour arriver au satellite, le recevoir et émettre, envoyer la réponse vers le satellite. Donc, c'est cette technique-là qu'on va prendre, qu'on va utiliser, les VLDI. Et ça va nous donner également la position de tout ce qui est infrastructure que nous avons placé au niveau du sol, que ce soit des antennes, que ce soit des balises, et ainsi de suite. C'est bon, mais qui vont réfléchir l'information. Ou bien qui vont envoyer l'information vers les satellites. Donc là, effet Doppler. On dit quoi? Exploitation du principe de la mesure du décalage de fréquence par effet Doppler. Simplicité, toute onde électromagnétique subit du fait du mouvement de sa source un effet Doppler. Et on va mieux comprendre. On nous pose la question, c'est quoi l'effet Doppler? Et on a un exercice. On dit, lorsqu'une voiture s'approche de vous, est-ce que le son est deux points aigus, est plus aigu, est le même ou plus grave? Question en ligne. En ligne. Oui, on pense que la réponse est C. Le son doit devenir plus grave. Il ne faut pas dire on pense, il faut dire je. Je pense que. Je pense que, voilà, parce que je pense que la réponse. Ne peuvent pas être d'accord avec toi. Hein? Donc, pour toi, la réponse est C. Qui dit autre chose? En présentiel, oui. Tu as vu, en présentiel, ils disent que la réponse est A. Le son est plus aigu. Qui dit autre chose en ligne? Je pense que c'est la réponse A. La réponse A. Effectivement, c'est la réponse A. C'est bon? Lorsque le son se rapproche de nous, on a l'impression que le son est aigu. Donc, si le son est aigu, ça veut dire que la fréquence est beaucoup serrée. C'est bon? Deuxième question. Lorsque la même voiture s'éloignera de vous, est-ce que le son sera? Comment sera le son? Plus grave. C'est bon? Donc, la réponse est C. Du coup, lorsque le son est grave, les ondes sont, ou bien disons la fréquence est desserrée. Et je pense qu'on doit avoir un exemple ici. Voilà, là c'est la réponse. Donc, ici, lorsque le véhicule aussi est immobile et que l'objet qui reçoit le son est immobile, on voit qu'il n'a pas de changement au niveau de la longueur, donc c'est constant. C'est bon? Je suis arrêté, lui aussi il a arrêté. Donc le son ne va pas varier en fait. Tout le monde a une fois vécu ça. Plutôt que les girons parlent. Quand il a arrêté, que toi aussi tu as arrêté, le son est constant. Oui. Quand il va commencer à se mettre en mouvement et que toi tu as arrêté, c'est là où on verra les différents phénomènes. Donc, voici un peu comment est-ce que ça se présente. Donc, plus il se rapproche de nous, on a des ondes qui sont serrées. Donc, la fréquence est petite. Plus il s'éloigne et plus on se rend compte que la fréquence devient, ça fait tri en fait. Donc, le son devient grave. Donc, on dit, comme explication, la hauteur du son. Donc,
l'onde acoustique d'un véhicule est modifiée par son déplacement relatif par rapport à l'observateur. Ça, c'est ce qu'on a toujours remarqué. C'est bon? Donc, le son est modifié en fonction de l'observateur. Mais pour une personne qui est assise à l'intérieur du véhicule, comment est-ce que va percevoir ce son-là? Oui, ça va pas varier. C'est bon? Pour une personne qui est assise à l'intérieur du véhicule, le son n'a pas varié. Le son sera toujours identique. Mais lorsque il sera en mouvement, pour une personne extérieure, on aura la variation, ça va varier. En fonction de où il se trouve, s'il se rapproche ou bien s'il s'éloigne. Bon? Donc, il est perçu plus aigu lorsqu'il se rapproche de nous. Il devient plus grave lorsqu'il s'éloigne. Donc, la distance entre la source et l'émetteur étant variable, l'effet piezo affecte le signal périodique car la durée du parcours des signaux varie en fonction du sens de déplacement. C'est très important. L'effet des signaux varie en fonction du sens de déplacement. C'est bon? Donc, le son sera grave lorsque le son va s'éloigner de ma position. Le son sera aigu lorsqu'il viendra vers ma position. C'est bon? Donc, il va varier en fonction du sens de déplacement. Si je suis immobile, qu'il est immobile, dans ce cas, il n'y a pas de variation. Donc, on peut observer sur les images. Là, ça veut dire que le son se rapproche de moi. Sur la figure, sur la deuxième image, on voit que entre A et le point jaune, la longueur d'onde ou bien la fréquence est étirée. C'est bon? Et du point B au point jaune, la longueur d'onde est resserrée, commence à être resserrée. Par contre, sur la première image, on a l'impression que le son ne varie pas. Donc, s'il ne varie pas, ça veut dire que l'objet est immobile. Donc, on nous dit une source immobile émet des ondes de longueur d'onde L, R, récepteur, c'est bon. Les observateurs A et B mesurent une longueur d'onde récepteur identique. Donc, ça, c'est ce qu'on voit sur l'image 1. C'est bon? Tout est identique. La longueur d'onde et la fréquence sont identiques. Donc, on peut tirer une conclusion pour dire que notre objet est immobile. Si une source est en mouvement vers l'observateur B, les ondes situées en avant de la source sont comprimées. Donc, on a l'impression que la fréquence est resserrée. Donc, si la fréquence est resserrée, celles qui se trouvent en arrière seront étirées. Donc, ce qui veut dire que l'objet, le son, s'éloigne de A. C'est bon? C'est serré entre B et l'objet en mouvement parce qu'il se rapproche de B. Donc, pour résumer, on dira, si une source s'éloigne d'un observateur, sa longueur d'onde augmente. Si sa longueur d'onde augmente, ce qui veut dire que sa fréquence diminue. Et ça, c'est ce qu'on avait dit ici. Notre interview avait dit. C'est bon? Et si le phénomène inverse, c'est-à-dire que si une source se rapproche d'un observateur, qu'est-ce qu'on va dire? Si une source se rapproche d'un observateur, qu'est-ce qu'on aura? Sa longueur d'onde diminue, sa fréquence, c'est bon? Donc, sur la figure, on peut mieux comprendre. Ici, l'objet est immobile, c'est statique, on a la même fréquence. Et là, l'objet est en mouvement. Donc,
il se rapproche vers, je vais dire, vers un point A et vers un point B. Donc, du coup, on a la longueur d'onde qui augmente et donc la fréquence diminue. Ah, j'ai pas mis le fichier. OK. Donc, ici, on dit fréquence d'une onde électromagnétique émise par une source. Si une source en mouvement de vitesse, si une source en mouvement de vitesse Vs émet une onde électromagnétique de fréquence F émise, c'est bon, de période T et de longueur d'onde lambda, on appelle S, donc lambda S, qui se propage à la célérité, donc à la vitesse de la lumière, vers un objet ou bien vers une cible qui est immobile, alors à cause de l'effet Doppler, ce dernier perçoit une onde de fréquence FE de période TE et de longueur d'onde lambda E. J'avais corrigé ce matin pour dire que lorsque notre cible est mobile, c'est bon, il est mobile. Donc, s'il est mobile, qu'est-ce qu'il va avoir? Lorsqu'un objet est en mouvement, on aura quoi? Sa vitesse. C'est bon? Donc, ici, ce dernier va percevoir une onde de fréquence FE, de période TE, une longueur d'onde lambda E et une vitesse. C'est bon? Dans ce cas, on pourra faire ressortir une formule. C'est à partir de cette formule-là qu'on va pouvoir dire que l'objet est en mouvement ou l'objet est immobile ou l'objet en mouvement, peu importe, se rapproche ou s'éloigne. C'est bon? Donc, en mouvement ou immobile. Donc, la formule, ça va être quoi? Ça va être F de observer là. C'est bon? Si on veut déterminer la fréquence disons, la fréquence de celui qui est en mouvement, perçoit. C'est bon, je peux comprendre. Je vais prendre le cas de l'ambulance. Je suis en mouvement. L'ambulance aussi est en mouvement. Donc, l'ambulance émet l'onde. Le son sonore va se déplacer à une certaine fréquence. Donc, on connaît la fréquence. On connaît à quel moment, puisqu'on connaît la vitesse de la lumière, à quel moment il émet. C'est bon? On connaît la vitesse de déplacement du mobile. C'est bon, non? Donc, à partir de là, si moi je suis en mouvement, on peut me demander de déterminer la fréquence à laquelle je reçois le son. C'est bon? On peut me demander de déterminer la fréquence. Ou bien soit, on peut me demander de déterminer ma vitesse. Mais dans ce cas, je connais la fréquence à laquelle je reçois l'information. C'est bon? Et donc, à partir de ça, on va tirer cette formule-là qui sera V, qui sera à la vitesse de la lumière, plus V obs sur V moins V S, qui est la vitesse, disons, la vitesse du mobile, qui émet le son, que va multiplier par quoi? La fréquence émise. Donc, si l'objet est immobile, sa vitesse est comment? Sa vitesse est nulle. Donc, du coup, on aura la même fréquence. Puisque ça, c'est 0, ça, c'est 0. C'est bon? Donc, on aura la même fréquence. C'est bon? Donc, lorsque nous avons la même fréquence, ce qui veut dire que
notre objet est immobile. Donc, si l'objet est immobile, que ce soit la vitesse de celui qui émet le son et la vitesse de celui qui reçoit le son sont nuls. C'est bon? Lorsqu'il est en mouvement, lorsque l'objet est en mouvement, les deux sont en mouvement. Dans ce cas, on peut déterminer s'il s'éloigne ou s'il se rapproche de nous à travers la fréquence. Si nous connaissons la fréquence à laquelle il émet et que, en calculant la fréquence à laquelle on reçoit, si cette fréquence est supérieure à la fréquence émise, qu'est-ce qu'on dira? Fréquence OPS est supérieure à fréquence émise. Qu'est-ce qu'on dira? Oui, il s'éloigne. Qui a compris ça? Pourquoi est-ce qu'il s'éloigne? Je vous l'ai dit pas. Je vous l'ai dit qu'il s'éloigne. C'est bon? Donc, il s'éloigne. Si la fréquence émise est supérieure à la fréquence observée, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va se rapprocher. C'est bon? Donc, c'est ce phénomène-là qu'on va utiliser à travers les systèmes radars pour flasher les véhicules. Donc, on connaît la fréquence à laquelle émet notre radar. Donc, lui, quand il va émettre l'onde, la réponse qui va venir là, bien sous forme de fréquence, automatiquement, on va déterminer la vitesse observée du véhicule qui est en train de s'approcher. C'est bon? Oui. Par contre, c'est concret, mais vous avez parlé tout à l'heure de savoir la distance à laquelle la distance de la personne qui reçoit en fait. Et tu as bien notre exercice. Parce que vous avez demandé. Donc, on connaît la fréquence. Est-ce qu'on peut connaître maintenant la distance à laquelle l'individu se trouve en fait? Oui. Parce que le radar, là, vitesse égale à quoi? Vitesse égale à temps. Donc la distance va être égale à quoi? Distance, vitesse fois temps. Vitesse égale à distance sur temps. Donc du coup, la distance va être égale à quoi? À VT. Si je connais la vitesse, je connais le temps à laquelle j'émets l'onde. On a parlé en haut, on a parlé un peu de ça en haut. VLB. Le temps parcouru entre deux. Donc, le temps où il émet et le temps où il reçoit. Donc, ça fait delta T. C'est bon? Multiplié par la vitesse, donc il donne la distance. Et c'est compris. Donc, c'est ce qu'on va expliquer ici. Décalage de fréquence d'une onde entre la mesure à l'émission et la mesure à la réception lorsque la distance entre l'émetteur et le récepteur varie au cours du temps. La preuve en est que pour les radars même, je prends l'exemple des radars, quand tu as à une certaine distance, il ne te flash pas. Hein? Il ne flash pas à une certaine distance. Il attend quand tu seras dans la distance prédéfinie et que tu as cette vitesse-là, automatiquement, il te flash. C'est bon? Donc, ce sont des choses qu'on peut prédéfinir. On peut dire, par exemple, à une distance de 60 km ou bien une distance de 100 ou de 1 km, lorsqu'il voit un objet qui vient à une certaine vitesse, qui commence à émettre des ondes. Donc, lui, il émet seulement. Et aussi, on a aujourd'hui un nouveau système juste derrière l'université. Mais ça, ce ne sont pas des radars. Hein. Voilà. Qui permet de contrôler le temps. Disons la vitesse. Il te flash et tu te donnes ta vitesse. Il te flash et tu te donnes ta vitesse. Juste derrière l'université ici. Tout le monde voit ce système-là. Il y a un système derrière l'université. Il y a des panneaux.
et il te flash. Et voilà, il y a un radar devant. Mais là, qu'il te donne là, il te dit pour faire attention, hein, parce que devant là, si tu roules à cette vitesse là, on va te flasher. Donc lui, il te permet de donner ta vitesse. Donc à toi de contrôler la vitesse, parce qu'on a dit à 70 km/h. Donc si tu vois que tu as 75 ou 74, il faut commencer à freiner. Parce que lui, il a déjà signalé que devant la radar. Et donc, il n'y a pas de temps, c'est comme ça. C'est ici, les gens utilisent ce système-là pour pouvoir attaquer les gens. Voilà, moi je l'ai dit. En Europe, tu ne vas pas voir ce genre de choses. En Europe, qu'il y a radar, là, un signal qu'il y a radar. De toute façon, il y a un panneau qui dit limitation de vitesse 60 km/h. C'est de cette même manière-là, il y a un panneau pour indiquer qu'il y a radar à tel km/h. Qui a gardé un panneau comme ça ici? À l'intérieur, tu as déjà vu, ils ont mis panneau de radar. Panneau de radar. Tu as déjà vu un panneau encore de radar. On dit, non, mais ils mettent pas, ils mettent l'image. L'image du. Mais c'est ça, effectivement, on dessine l'image du radar et on dit à quel kilomètre c'est situé. Non, mais sinon, ils mettent le. Toi, tu as vu ça en Côte d'Ivoire ici. En Côte d'Ivoire, comme il dit. Je ne me rappelle plus de mon son. Autoroute du Nord. Bon, en tout cas, moi, je n'ai pas autoroute du Nord, là, je n'ai pas encore vu. Mais je sais que pour les dodanes, pour la part des dodanes, on met devant pour dire qu'il y a dodanes devant. Donc, on vous dit déjà 30 km/h. Et puis, il y a dodanes. C'est bon, non? Donc, tu commences à ralentir. Mais pour radar, là, moi, je n'ai pas encore vu ça. Voilà. C'est pourquoi je dis que c'est un moyen d'arnaque. En Europe, oui. Si on doit incliner les gens qu'il y a un radar dedans. Tu sais, ce sont des moyens de dissuasion. Non, il ne peut pas accélérer. Donc, s'il a accéléré, c'est qu'il a fait ce qu'il veut qu'on le flash. Donc, tu es sanctionné. Comme il a dit, tu es sanctionné. On t'a déjà indiqué qu'il y a un radar devant. À 1 km, il y a un radar. C'est bon? Donc, tu prends tes précautions. Maintenant, si tu veux, à 5 km/h, ils vont te flasher. Tu seras sanctionné. C'est bon? Mais ce n'est pas un moyen de dire non que lui, on va placer ça. Et puis aujourd'hui, on a constaté dans toute la ville, il y a ça. Hein? Il y a ça même. Il y a Mante. C'est caché même. Ils ont créé police pour ça. Justement, voilà, ils ont créé police pour ça. Bon, Dieu merci, moi, je n'ai pas encore reçu de message. Mais on dit, tiens, tu roules bien. Sinon, moi, je n'ai pas encore reçu de message. Mais quand je roule, je fais attention, surtout l'autoroute du Nord. L'autoroute du Nord, là, à l'entrée, ils sont sortis de Pougon, là. Bon, à Pougon, là, Pougon. Il y a au moins 2 comme ça. Maintenant, est-ce que ça marche comme? Bon, je ne sais pas. Mais en tout cas, les gens disent que ça va. C'est bon? Et donc, c'est ce phénomène-là que va utiliser le radar. Donc, voilà un peu comment ça se présente. Le radar va émettre des ondes, radar, qui vont être réfléchies par le véhicule. Et lui, à son tour, envoie l'information. L'information est mise là, automatiquement, sa vitesse va s'afficher. Et si sa vitesse est supérieure à la vitesse indiquée par le radar, ce qui signifie qu'il doit être flashé, il va payer une amende. C'est bon? C'est comme ça fonctionne. Donc, une antenne, on va me comprendre, voilà, on va expliquer ici. Une antenne diffuse vers une cible potentielle l'onde électromagnétique produite par un émetteur. Donc, où est l'émetteur? Ici, l'émetteur, c'est quoi? C'est le radar qui est l'émetteur. C'est le radar qui émet. Donc, ici, c'est le radar qui est l'émetteur. C'est bon? Réfléchi par une cible captée par l'antenne, cette onde est transmise au récepteur. Donc, ici, le récepteur, c'est quoi? C'est notre véhicule qui est en mouvement. C'est bon?
Donc, le changement de fréquence du signal par effet Doppler permet de mesurer la vitesse de notre cible. À travers la formule qu'on a dit là. C'est bon? Parce que tout est déjà prédéfini. Tout est déjà prédéfini. Toutes les formules, tout ça là, c'est déjà dedans. Et c'est ce que je dis toujours à mes étudiants de topo là. Quand vous prenez votre récepteur GNSS, vous, ce qui vous intéresse, c'est les coordonnées sur le champ. Ce qui se passe à l'intérieur là, ça ne vous intéresse pas. Alors que c'est ce qui devrait vous intéresser. Pour mieux comprendre et savoir si vous avez fait des équipements ou si les coordonnées qui sont là sont bonnes ou pas. Tu demandes de lien géomètre. J'ai top. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je ne sais pas ça sert à quoi. C'est que sur lui, on lui a dit. C'est 5 cm. Il regarde si c'est 5 cm, il prend. Et puis il est devant. Mais il ne connaît aucun principe de fonctionnement. Et ils sont beaucoup comme ça. Beaucoup. Quand tu vas dans les cabines de géomètre expert, tu leur demandes. Tu vois, tout le monde utilise GPS, récepteur GPS, récepteur GNSS, tout le monde utilise. Dans le principe de fonctionnement. Mais de Covid. Est-ce qu'il est là? Covid, François. Oui, docteur. Allô, docteur. Oui, Covid, François. Oui, docteur, bonjour. Bonjour, tu me reçois? Oui, 5 sur 5. C'est ça, non, les géomètres experts là. Effectivement. Voilà, beaucoup utilisent, oui, pardon, tout ça. Beaucoup utilisent, mais ils ne connaissent pas le principe de fonctionnement. C'est bon? C'est mon pied. C'est mon pied. OK. Donc, plusieurs possibilités peuvent être envisagées. Émetteur et récepteur, tous deux. En mouvement et récepteur immobile. Émetteur immobile et récepteur en mouvement. Donc, l'image qu'on vient de voir là illustre bien la dernière. C'est bon? Il illustre bien le dernier élément, émetteur immobile, récepteur en mouvement. Si tu ne roules pas, est-ce que le radar peut t'éclater? Non, pas t'éclater. C'est bon? Donc, le radar il est immobile et le récepteur doit être en mouvement. Par contre, on a des radars qui sont immobiles. On a des radars qui sont mobiles, disons. C'est bon? Je suis bien documenté hier, ou bien avant qu'il là sur la chaîne 40. Enquête sur haute tension, comme ça. Et ils ont parlé de ce système de radar immobile là. Pouvoir flasher les véhicules en France. Oui. Il n'y a pas de radar. Effectivement, c'est là-bas, mais effectivement, c'est ce genre de radar qui sont mobiles. C'est bon? Et aussi, même en Côte d'Ivoire, je pense qu'on a une unité de radar mobile. Donc, je pense qu'on a une unité de radar mobile. En Côte d'Ivoire, on a des camions qui se déplacent et qui flashent. C'est bon? Mais tout ceci doit nous amener à mieux comprendre et à mettre notre objectif. Notre objectif, c'est comprendre le fonctionnement des satellites. Comment est-ce qu'ils fonctionnent? Comment est-ce qu'ils émettent? C'est bon? Voilà. OK. Bon. Je vais appeler le professeur Mobio. Et puis, il va parler un peu. C'est bon, non? Il y a question? Ah, OK. Donc, on va enregistrer ça là. Merci, délégué. Allez, est-ce qu'il y a question? Oui. C'est quoi? C'est stop, non? Stop recording.